Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW podcast en direct du Oakenshield Tavern de Luffy à l'occasion du tournoi Street Fighter V qui l'organise. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et bien sûr on a deux invités spéciaux aujourd'hui. On a Luffy, mais plus important encore, on a Watt. Ah. C'était pas prévu. Ah bah si, c'était le focus. Hein. Ah, c'était le focus. On est venu là juste pour toi. Ouais. Eh ben dis donc, je sais pas comment vous avez eu l'information. On est au courant, hein. Depuis Bien. Nancy, on surveille la communauté. Parce que si vous voulez, il y a donc Luffy, joueur de Street Fighter V, tout le monde le connaît ici, mais il y a son grand frère qui peut peut-être nous expliquer un peu plus sur tout ce que Luffy a comme facilité qu'il a depuis l'enfance. D'où vient cette capacité à être très fort dans les jeux de combat, notamment Street 4, Street 5 et peut-être même KOF, et aussi cette gestion de carrière, comment ça s'est passé en famille, et peut-être d'autres conseils de OG, comme j'appelle ça, les anciens, sur comment on peut, nous aussi, se prendre en main et évoluer, quoi. Déjà, moi, il y a une question. Je suis un de ses grands frères. Un de ses grands frères. Voilà. Le Olivier, plus proche. Le plus proche. Olivier, il a deux grands frères. Il a moi et il a un frère qui est encore plus vieux. Qui s'appelle Kim. Kim. Voilà. Avec Olivier, on a 14 ans d'écart. Pur. Comment 14 et 16. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, je suis le petit dernier. En fait. Comment ça fait beaucoup Ah oui, t'es le petit dernier. Ouais, je suis le dernier. Voilà. Ouais. C'est le plus jeune. C'est le plus Je suis jeune. le plus petit. Ouais. Ok. Voilà. Donc voilà, on a quand même un certain écart, mais c'est pas pour autant que on n'a pas joué ensemble. Voilà. Et notamment aux jeux vidéo. On va dire que l'avènement des consoles, 1900, allez, de mémoire, hein, parce que l'arrivée de la Super Nintendo, c'était mes 20 ans, c'était on va dire en 1990-92, hein, je me souviens pas trop. Ah, moi j'avais 6 ans. Du coup, c'était 91. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'avènement de la démocratisation des jeux vidéo au grand public, où on pouvait à la maison voilà, avoir accès à des jeux qu'on avait jusqu'auparavant dans des salles de jeu, on va dire. Voilà. Ouais, comme sauf Street Fighter Super 2, Atari, moi j'avais Atari aussi, mais des petits cubes qui bougeaient, bon voilà, on est passé à autre chose quand même avec la 16 bits, on va dire. Donc avec Olivier, voilà, il était jeune, il était tout petit, hein, et arrivé les consoles, les 32 bits. Donc, la Sega Saturn, la PlayStation 1, en même temps, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, dans les mêmes zones. Et je me souviens très bien, on avait économisé un peu de sous, et puis je dis à Olivier, allez, on va s'acheter une 32 bits. Donc je dis à Olivier, qu'est-ce que t'en penses? On prend une PlayStation 1, on prend une Saturn, qu'est-ce qu'on prend? Et donc le débat il est là, il est sur quels sont les jeux sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on achète, parce que finalement le choix il se fait surtout par rapport aux jeux qui sont sur les plateformes, parce que une 32 pour nous qui sont novices, une 32 bits c'est une 32 bits. Et donc moi je dis à Olivier, viens on prend une PS1, c'est quand même, c'est Sony, c'est une grosse structure, ces gars ils font que du jeu de vidéo, bon peut-être que et il me dit on prend une Sega. Je dis pourquoi? Il me dit ouais, il y a Virtua Fighter. Moi j'aimais bien Virtua Fighter. Voilà. Parce que en Virtua fait, dans les salles d'arcade, bah, en fait, dans la salle d'arcade en fait où j'allais parfois, Virtua Fighter c'était un peu le main jeu, tu vois. D'accord. Donc c'est un peu ça qui m'a fait bifurquer sur ça. Et il me semble qu'on avait dû jouer à pile ou face, un truc comme ça. Pour décider. C'est de là que vient peut-être tes tendances de faire des junkets. Peut-être. Mais du coup, ouais, c'était je sais que c'était un truc de hasard qui fait que on avait fait un jeu de hasard qui a fait qu'on a choisi la Saturn à la fin. Voilà. Finalement, on a pris une Sega Saturn. Pour avec cet argument jeu de combat, Virtua Fighter, La puissance du junket. Et donc on a pris cette console à la maison, on a joué avec, et je crois rapidement on est passé, on a vu ses limites de la Saturn. Ouais, en fait la Saturn elle était limitée en jeu, il n'y en avait pas moins en tout cas de la PlayStation. Et je crois il me semblait qu'on devait avoir Shinobi, Panzer Dragoon, je crois. Et finalement en fait, à force que tu suis les news et tout, tu te rends compte que en tout cas la PlayStation était une console plus adulée. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu la Saturn pour prendre la PlayStation. Et le premier jeu qu'on avait pris, c'était Can 2.
Ah oui. Tekken 2 sur PlayStation. Avec l'introduction de Kazuya. Tiens. Ouais. Toujours un jeu de baston. C'est vrai qu'on était... fait de jeux 3D là. Ouais. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on était... moi, j'aimais les jeux de baston aussi. Voilà, on n'était pas dans des jeux de sport ou de foot ou on était vraiment des jeux de baston parce que c'était des jeux où finalement au bout on pouvait faire une partie. Dans 5-10 minutes on faisait une partie, il fallait pas s'investir tant que ça dans le jeu, à côté des jeux d'aventure ou autres. Donc voilà, on est passé à... Excuse-moi, je suis curieux. En jeu d'aventure, tu jouais à quoi? Jeu d'aventure, à l'époque, c'était Tomb Raider. Ah oui, Zelda. En plus, c'était les débuts. Zelda, bien sûr. Alors Tomb Raider, c'était sur PlayStation, c'était des carrés, des gros carrés. C'était Minecraft le jeu. Tomb Raider. Il fallait se jeter sur une plateforme et agripper les mains. Jamais j'ai réussi parce que... Non mais voilà, c'était. je trouvais ça dur comme jeu. Ouais, c'était pas économique au début. Ouais, c'était difficile. Et affronter les léopards, c'était quelque chose. Voilà, Tomb Raider, des jeux d'aventure c'était nouveau, c'était de la nouveauté, tout ça. Donc on achetait quand même les jeux qui sortaient, on était tout le temps un peu à la page, mais toujours dans un domaine. Tout ce qui était sportif, on le faisait pas. De mémoire, on n'achetait pas de jeux de voiture, de voiture ou de course ou non, c'était pas notre truc. Même Gran Turismo. Non, même Gran Turismo. Ouais. Non, c'était Mortal Kombat, c'était des jeux de baston, des jeux de baston. Ça restait du jeu de combat. D'accord. Voilà, ça restait du jeu de combat. Ah, Rival School, ah oui, quand même. Street Fighter. Et ce qui était intéressant avec la Super Nintendo, c'est que je sais pas si on peut le dire à l'écran, sur la console, il y avait un bloc qui permettait de l'adaptateur. Exact. Qui permettait avec un code, on faisait ça. Et ça nous permettait d'avoir un mode spécial. Un mode spécial, de faire des boules de feu en l'air. Ah oui, c'était l'Action Replay. Action Replay. Ah oui, c'est l'Action Replay. Voilà. Il y a eu la même chose sur PlayStation à un moment aussi, avec des cheat codes intégrés. Voilà. On peut dire, faire des mouvements qui n'existaient pas à la base du jeu dans lui-même, dans sa nature. Et donc on était comme des dingues, on était waouh et tout. Bien, on fait. Et voilà, donc. On a beaucoup joué ensemble sur des jeux de combat, sur plusieurs plateformes et sur plusieurs jeux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les aptitudes sont arrivées après, je sais pas. Je sais pas. Les jeux principaux, c'était lesquels? Les jeux de 3D? C'était les jeux 2D. C'était du 2D. Street Fighter. On avait joué à Street Fighter X, UX. Ouais. Ah, il était bien celui-là. Street Fighter 0, Street Fighter 03. Et Street Fighter 2 sur Super Nintendo quand on était gamin. Enfin, quand moi j'étais gamin. Non, mais il y a eu plein de jeux. Il était déjà très fort. Je peux le dire à l'écran? Ah, tu le bastonnes. Oui, tu peux tout dire. Non, mais après, voilà, est-ce que je dis qu'à 6 ans, il me battait déjà? Ah ouais, il est impoli. Non, je peux pas le dire. Il est impoli, on est d'accord. Coupé, là. C'est pas du direct. C'est trop tard, c'est dans la boîte. Ah mince. Non, il y avait déjà très tôt des aptitudes. Voilà. Nous, on était à l'époque on n'était pas des professionnels, des amateurs. On joue. Et je me dis, mince, comment ça se fait un jeu, c'est Killer Instinct. Killer Instinct. Non, mais celui-là, il m'a noir en plus. Celui-là, il m'a marqué, il m'a choqué. Il m'a choqué. J'ai fait le gore. Voilà. Il m'a choqué. Pourquoi? Parce que c'est un des jeux au début où il y avait des combos. Tu vois, on fait un truc et puis il y a un combo qui sort. Ça fait l'ultra après. Voilà, ouais, ultra. Exact. Je me dis, mais comment il sort l'ultra? En plus, c'est de longs combos. Oui, ça. Ah, mais en plus, surtout que c'était une époque où t'avais pas la commande liste. C'était dans les magazines de jeux. C'était dans les magazines, tout à fait. Ou dans la notice. Ouais. Et du coup, il y avait beaucoup de trocs à l'époque, on se troquait les jeux, donc ça n'avait pas forcément la notice avec. Ouais, mais on faisait pas ça. Okay. Nous on avait acheté le jeu, mais t'avais la notice dans le jeu, quoi. Mais pareil, tu vois, tu vois, on n'était pas, tu vois, aujourd'hui, si tu me parles de frame data et tout, je peux te répondre. Mais là, on jouait vraiment comme si je te mets devant un jeu de combat, un jeu vidéo, et puis tu joues, quoi. Comme si tu découvrais des coups. Expérimente comme ça. Tu joues à l'instant. Voilà. Mais en fait, c'est rigolo parce que du coup, avec du recul, même quand j'avais entre 6 et 8 ans pour jouer à Killer Instinct, je comprenais cette notion de combo.
Alors qu'on me l'avait jamais expliqué. Je me disais, ah, c'est marrant, c'est bizarre, je touche une fois, puis après, si je fais ce coup spécial derrière, ça fait 3 hits combo. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire 3 hits combo? Ah, je crois que ça veut dire que en fait, il peut plus bouger une fois que ça fait un combo. Et en fait, c'était par déduction. Je me disais, ah bah là, c'est bizarre, quand je mets 2 coups de poing, ça écrit pas. Bien sûr. À l'époque, il fallait c'est un gagner. personnage qui t'enchaîne. Ça écrit pas 2 hits combo. 32 hits combo. Voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah tu sais, imaginons que tu es vraiment néophyte dans les jeux vidéo, dans les jeux de combat, toi tu vois, bah on les voit très bien, tu sais, quand tu fais les conventions et tout. Oh, incroyable, il a fait 72 hits combo, alors qu'en fait tu joues à Marvel et en fait la Super fait déjà 70 hits. Oui, c'est ça. Mais tu vois, eux ils sont impressionnés. Mais en fait, c'est la même chose pour nous. Plus t'as un compteur de hits, bah plus t'es impressionné par ce qui se passe. Surtout qu'en plus, il n'y avait pas de training mode aussi. Tout à fait, il n'y a pas de training mode. Ça. Mais tu vois, quand tu regardes DBZ, tu vois, oh trop bien, il a fait 122 hits combo juste parce qu'il a fait la super de Broly, tu vois, par exemple. Mais tu vois, c'est pour des casus. Bah, c'est impressionnant parce que tu vois un compte qui augmente et donc c'est impressionnant, ça fait du scoring un peu. C'est ça. Et bah c'était pareil pour nous en fait, on était Même dans l'animation, c'est impressionnant. Tout à fait, on était casu, bah nous putain trop marrant là comment j'ai fait je sais pas un ultra et puis tu sais l'ultra le mec il enchaîne les combos. Oh trop bien, il a fait 37 hits incroyable et tout et du coup bah ça te donne quand même cette impression bah quand tu connais rien que en fait t'es un peu fort. Et d'ailleurs, Killer Instinct, c'est pas le jeu le plus simple au niveau de la déduction. Parce que connaître la différence entre les ultras, à quel moment il faut faire, c'est quand la vie de la personne est vers la fin, savoir que tu peux faire une super qui tue une fois. C'est pas un jeu très facile à comprendre. C'est pas un jeu simple à faire. Entre les Killer Instinct, les Mortal Kombat, voilà tous ces jeux de baston finalement et en fait ce qui était ce qu'on aimait à l'époque aussi, c'était qu'on passait de finalement les personnages, je sais pas, c'est un terme technique. À un moment dans Killer Instinct ou dans Mortal Kombat, ils étaient digitalisés les gens. C'est-à-dire que c'est comme si la c'était motion une photo. capture. Voilà, motion capture, exactement, c'est ça. Et donc nous on était toujours un peu à la page, donc c'est motion capture. Mais en fait Mortal Kombat, finalement quand on regarde le premier Mortal Kombat, c'est tout pourri. L'autre il fait son coup de pied en l'air là, c'est très saccadé, c'est pas très fluide, mais il y a cette notion aussi de dans ce jeu là des fatalities. Donc c'était nouveau aussi, c'est tout, voilà. Donc plein de choses à chaque fois, ça montait en puissance, on va dire. Y a un jeu, je me souviens, c'était un mixte entre Street Fighter et Virtua Fighter. Il y a un jeu comme ça qui existe avec des personnages de Street Fighter et de Virtua Fighter en 3D. Bon, je vais le retrouver le nom, parce que vous êtes trop jeune. C'était les jeux sombres de l'époque. non, mais c'est sûr, parce que est-ce que c'est pas de Rival School qu'on parle? Je sais pas, Rival School, Rival School, parce qu'il y a beaucoup de similitudes Fighting Viper, Viper. EX en 3D comme ça. Peut-être. Parce qu'en fait, à l'époque, les boutiques de jeux vidéo, ils avaient le vent en poupe. C'est-à-dire que tous les Score Games, machin, on faisait de l'échange de jeux. Et donc moi je vais dans la boutique et puis je lui dis je voudrais changer Street Fighter et Virtua Fighter. Il me dit toi tu veux prendre le nouveau jeu du coup qui sort là, qui est medley des deux. Je dis bah ouais. Donne-moi ça. Donne-moi celui-là. Voilà, et ça fonctionnait beaucoup à l'époque. Ces magasins sur l'occasion, etc. Aujourd'hui, on a encore des magasins. Oui. Mais on a eu la chance d'habiter à Paris, du coup on a pu jouir de l'import. Chose que énormément de villes ne pouvaient pas avoir, tu vois. Donc on pouvait vraiment avoir de l'import. À l'époque, les jeux étaient chers quand même. Et c'était très très cher, très cher. Et puis il y avait des zones. On appelle les zones. C'est-à-dire que un jeu, tout à fait. Comment on dit, un jeu américain. Voilà, un jeu américain. Pas le jouer sur une console française, par exemple. Il fallait l'adaptateur. Il fallait l'adaptateur ou tu sais ta console. Ou les techniques sur PS1. Et si on avait l'adaptateur, le jeu il était en VO. C'est-à-dire sans japonais, sans américain, donc bon. Mais nous, on aimait tellement jouer que nous, on achetait tout, c'était pas grave, voilà. Mais on était à la page, en tout cas. Et justement, tu dis que vous aimiez tellement jouer, mais les parents, c'était quoi leur réaction à vous voir jouer comme ça? Est-ce qu'ils vous laissaient jouer autant Oui, que tu l'emmenais vers des trucs bizarres, ils disaient arrête de le faire jouer, laisse-le. Non, parce qu'on était raisonnable. Voilà, on jouait, mais sur des temps hors scolaire, c'est pas on séchait l'école pour jouer ou autre. Non, c'était le week-end, c'était le
soir après l'école. Donc nos parents, voilà. Ils ont pas, ils n'étaient pas inquiets. Oui. Du coup, Voilà. Ça, Ils n'étaient pas tu gères à inquiets l'école, ça va. ouais. Voilà. Ils n'étaient pas inquiets parce que ça prenait un dessus par rapport aux études. Ok. Voilà, pas du tout. Voilà. Donc Et on même avait des le jeux droit comme de Killer Instinct, ça en parlait pas trop de se dire ça paraît un peu C'est très violent. violent. ici, ouais. Non, Ça allait. il Oui. nous faisait confiance. Et c'était que vous deux et qui puis jouiez Olivier dans la était famille. avec un Non. majeur. Alors, donc, il y avait notre autre frère. Hmm. Notre frère, il jouait pas trop parce que. Il était pas trop jeu de combat. Par contre, il était plus jeu solo. D'accord, Il aime bien jouer à Zelda, Mystical Ninja. Plus Super Nintendo, du coup, il a pas du tout joué à la PlayStation. Par contre, lui, c'était plus Super Nintendo. Donc, il a joué à, par exemple, R-Type, Puzzle Bubble. Les jeux Ouais, Mana, R-Type, les trucs yeah. comme ça. Voilà, les jeux vraiment. Il s'est arrêté à la Super Nintendo. Ah oui, d'accord, Voilà. ouais, c'est vraiment Et pas son après, truc. il avait d'autres occupations, mais en tout cas, moi, avec Watt, on a plus continué, en tout cas, jusque-là. Mhm. Donc PlayStation. PlayStation, Saturn, plusieurs plateformes hein, de consoles. Finalement, on a suivi les tendances hein, depuis la 16 bits. Hein. Voilà, t'as eu toutes les consoles. Ouais, PlayStation N64. Ah ouais, Nintendo 64. Il n'y avait pas de grand jeu de combat sur N64 à part Killer Instinct. Smash. Non, mais du coup, c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé aussi tard dans la communauté. D'accord, ok. Parce que j'ai fait PS2 où je jouais à Street Fighter 03 ou X, mais uniquement avec mon frère. Puis ensuite Nintendo 64 où je jouais à aucun jeu de combat, je jouais plus à des jeux Zelda 64, Mario, Bomberman, n'importe quoi, des jeux solo. PS2 où je jouais qu'à des RPG. Genre Dragon Quest. Dragon Quest, Final Fantasy, tout ça. Après, j'ai eu une très grosse période PC où je jouais à Counter-Strike, Ragnarok Online, Dota. Dota. Et c'est uniquement à la PS3 que j'ai eu Street Fighter 4. Pas de Xbox 1 ni d'Xbox 360. Ah oui, j'étais plus Sony après. J'étais pro Sony. Ah, ouais. Une fois que j'ai eu la PS1, vas-y, je continue avec la PS2, Ah oui, je continue ouais. avec la PS3. Alors, sur PS2, tu jouais avec quelle manette? PS2, Ok, sur PS3, tu jouais avec quelle manette? PS3. Ok, c'est quand que t'es revenu sur la manette PS1? C'est en fait parce que les premiers tournois de Street Fighter 4 se faisaient sur PS3, donc je jouais avec ma manette PS3. Sauf qu'en fait, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, dans les Bushido Impact à Paris, tu avais, quand tu venais en tournoi, un tournoi PlayStation et un tournoi Xbox. Ils dissociaient les deux. Donc en fait, au bout d'un moment, je me dis, j'ai envie de faire les deux. Et sauf qu'en fait, à l'époque, sur Xbox, il n'y avait aucun adaptateur qui existait pour faire marcher une manette de PS3. Et en fait, ça marchait qu'une manette de PS1, PS2. Et en fait, j'avais une manette de PS1 et du coup, ça vient de là. Mais je me rappelle, tu sais, je sais pas si vous les connaissez. C'est une anecdote folle, quoi, tu vois. Mais c'était des adaptateurs blancs que tu branchais sur la PS3. Et en fait, sur le site, tu avais branché une manette de Xbox pour émuler la manette de Xbox. Et après, tu branchais une manette de PS1 ou PS2. Et en fait, moi, j'avais qu'une manette de PS1, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, ça vient de là. C'est resté comme ça. Sinon, ça se trouve, j'aurais continué sur PS3 et ensuite PS4. Mais là, du coup, je suis à la PS1. Comme quoi, hein, je dirais, ce d'aparté. Et aujourd'hui, on est dans le numérique à fond. Ouais. D'accord. On parle des téléphones avec des adaptateurs pour ceci, cela, les ordinateurs. On a un adaptateur prise USB pour ceci. Apple, mais là, ils n'ont pas pensé un adaptateur d'une console vers une manette d'une autre. Comme je dirais, j'ai entendu aux informations là qui voulaient uniformiser les les Apple, câbles. les câbles ou Il va faire type C partout. Exactement. Sauf Apple qui veut pas. Voilà, mais on va y arriver aussi pour ça. Mais pour revenir à la console de jeu, c'est quelque chose qui n'était pas pour eux logique ou normal de pouvoir adapter d'une console à une autre, d'une plateforme à une autre. Après, ça doit être commercial, économique, sûrement. Des stratégies. L'exclusivité. Voilà, l'exclusivité. Mais c'est vrai que Xbox, on n'a jamais eu de Xbox. Jamais on est passé sur Microsoft en console. D'ailleurs, je pense que la Xbox One, elle est de quelle année? Moi, j'ai eu la 360, mais plus tard. Oui, ouais, c'est ce que je veux C'est ça, c'était. Mon frère n'habitait plus à la maison. Voilà, c'est ça. Après, moi, j'ai acheté la Xbox 360 pour la simple et bonne raison que
Street Fighter 4 et Oui, et ça. Tournoi. Sinon, j'aurais jamais eu la Xbox de ma vie. Et j'avais un seul jeu sur Xbox, hein, c'était... Street 4 Ah non, j'avais 2 jeux du coup, KOF 13 et Street 4. KOF 13 aussi. Ah, KOF 13, oui, c'est KOF vrai. 13 et Street 4, c'est tout. Hein. Mais en fait, une fois que je suis tombé dans les jeux de combat à un niveau plus poussé, bah, en fait, je joue qu'aux jeux de combat. Parce que déjà, ça me prend énormément de temps. Et de 2, parce que bah, j'ai les compétitions. Et surtout que je bossais toujours à l'époque, donc si tu fais les compétitions, t'as pas vraiment le temps de jouer à autre chose, quoi. Tu devais une carrière à un moment donné, C'était la carrière n'était même pas une question à ce moment-là, c'était juste de la passion, jouer comme quelqu'un qui avait un tournoi de pétanque le week-end. Moi j'avais un tournoi de Street Fighter, tu vois, c'est tout. Hein, mais il y avait jamais eu une volonté de faire carrière dedans. D'accord. C'est arrivé à force. L'opportunité est arrivée. L'opportunité ne serait jamais arrivée, je serais toujours en train de bosser dans mon taf précédent. Tu faisais quoi? Quand je jouais à Street 4 au début, j'étais manager des ventes dans une enseigne de grande distribution. Puis ensuite, j'étais responsable achat dans une boîte de com. Ok. Voilà. D'accord. Comme quoi, hein. Et si on revient un peu, quand est-ce que ton aîné Kim a drop à la Super Nintendo? C'est quand que toi t'as drop? T'as quitté le milieu du jeu vidéo? Ah bah depuis toujours, hein. Je vous parlais d'Atari tout à l'heure. Quand est-ce que t'as arrêté? Arrêté. Ah, un drop. Pardon. Ah, faut speak French ici, on est en France. Il a trop l'habitude. Finalement, quand j'ai quitté la maison, voilà, cocon familial, après, bon, voilà, j'ai fondé ma famille, etc. Donc, forcément, on a moins de temps pour le jeu. Donc, c'est à ce moment-là. Mais même, je dirais, j'ai continué à accompagner Olivier, voilà, sur des sorties. On va appeler ça comme ça, une sortie, hein, d'accord, où finalement ces aptitudes des joueurs se sont révélées autrement. Parce que quand je jouais avec lui à la maison, je me faisais battre. Donc à un moment, j'ai dit j'arrête de jouer avec toi. Voilà, parce que je suis quand même ton grand frère. C'est bon, tu me dois du respect. C'est bon. Soit tu me laisses gagner, soit tu fais semblant que je suis meilleur. Voilà, d'accord. Voilà. Et je sais plus, hein, Olivier, faut que tu me rappelles. On a dû aller, pareil, quand l'avènement du jeu vidéo commençait à prendre de l'ampleur, que ce soit la Fnac ou d'autres magasins qui voulaient faire des promotions de jeux ou mettaient les consoles en avant ou des nouveaux jeux qui sortaient, etc. Ils faisaient des compétitions, des petits tournois. Donc je dis à Olivier, viens et tout, à la Fnac, il y a une démonstration de Street Fighter. Tu peux jouer avec les vendeurs. Bon. Quel Street Fighter? C'est Street Fighter 2. Je m'en rappelle bien. Street Fighter 2, donc t'avais quel âge? C'était un Virgin Megastore. Ah, Virgin, excusez-moi. J'avais 6 ans et demi. C'était au début de Street Fighter 2. C'était Super Nintendo encore. Ouais. Et du coup, effectivement, on était allé à un Virgin Megastore et en fait, il y avait une compétition. Ouais. Mais du coup, c'était un peu pour lancer le jeu ou je sais pas, comme on pourrait voir dans les tournois Fnac qu'on connaît et tout. Et bah là, pareil, on va dans un Virgin Megastore et je m'inscris au jeu, au tournoi. Et j'ai gagné le tournoi. Et je me rappelle, j'ai gagné une boîte de pins Sonic. Ah, c'était tout. C'est bien. Est-ce que t'étais satisfait de te dire, ok, je suis pas le seul qui tape, je tape les autres aussi. Là, j'ai dit, vas-y, on remet ça. La semaine prochaine, on va au Virgin des Champs-Élysées. Voilà. Ouais, mais je me rappelle. Il y avait quoi à l'époque des Virgin? Virgin Megastore. Il y en avait un. Non, on habite dans le Val-de-Marne. Donc il y en avait un à Belle-Épine. Virgin Megastore. Ouais, il était tout au fond. Voilà, c'était le deuxième qu'ils avaient. Mais le premier Virgin Megastore, c'était celui des Champs-Élysées. C'est celui des Champs, quoi. Mais je crois que c'était celui de Belle-Épine dans le 94. Donc on s'est dit, on va aller sur Paris. On va conquérir la capitale. Bon, voilà. Mais voilà, c'est une anecdote, hein, mais voilà, c'était de 6h30. Donc, ça interpelle. Ça interpelle quand même. Face à des vendeurs, parce qu'ils jouent avec des vendeurs ou d'autres joueurs. Plus à l'époque, t'as pas internet et tout. Donc tu dis, putain, c'est un vendeur, il sait jouer.
Ouais. T'as cette appréhension. Toute la journée, il connaît les jeux en avant, donc. Bah ouais, il connaît. C'est le ça se trouve, vendeur. il joue, hein, parce que lui, il a le jeu constamment au boulot. Bah tout à fait. C'est pour ça que tu dis qu'il est fort, le mec. Du stand jeux vidéo. Mhm. Ah bah oui, lui tu dis à l'époque, c'est le boss final quoi. Ouais, c'est ça. Passionné. Tu joues contre un mec d'un magasin de jeux, toi t'es un gamin de 6 ans, tu oh putain, c'est le vendeur du magasin. Ouais. Bref, on a gagné des pins. Ouais, des pièces. Ouais. Et j'avais joué Ryu, je me rappelle. Ah, mais je me rappelle super bien. Ouais. J'avais joué Ryu et tout. Mais ils étaient. Enfin, moi, mon combo c'était SoHK, BMK, boule. La base. La base. Et Tu savais déjà faire boule, ouais. Ouais, et pareil, tu vois, le mec il me sautait dessus. Je fais, mais tu peux pas sauter. Je faisais dragon, tu vois. Ouais. Parce que j'avais découvert que. Je pense que c'était en jouant. Vu qu'au tien, on jouait contre le CPU en niveau 7. C'était le niveau 7 étoiles, le niveau plus haut. Bah, j'avais remarqué que Ryu il faisait dragon quand je sautais et que ça marchait tout le temps. Et du coup, par déduction, je fais ah bah putain, si je prends Ryu, si je fais ça, il pourra pas sauter aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que maintenant, on s'entraîne souvent avec les vidéos YouTube. Plus personne ne teste le CPU maintenant. Oui, bah parce que je pense qu'on arrive à un stade tellement avancé de connaissances et de partage de connaissances qu'en fait on gagne du temps. Exact. Genre, moi je te donne un jeu de combat, juste en lisant la frame data, tu pourras me dire les combos qui vont marcher, tu vois. Donc tu gagnes du temps. Mais à l'époque, t'avais pas ces trucs-là, donc c'est pour ça que tu utilisais machinalement et mécaniquement en fait ces méthodes de découverte du jeu, puisque tu pouvais pas connaître les combos qui allaient fonctionner. Donc comment tu allais découvrir que je sais pas MK Ado ça allait marcher en combo, bah, c'est en testant quoi uniquement. Hein, après les CPU donnent une certaine méta quand même parce que le Ryu d'abord de 2X est très fort. Hein. Tu pouvais pas sauter sur lui, il avait un très bon jeu de boules. Donc ça donne une façon de jouer le personnage. Tout à fait, tu copies. En fait tu marches par copie puisque en plus pareil, étant donné qu'il n'y a pas d'internet. Bah on le connaît tous, hein, je suis le meilleur de mon quartier et tout, tu peux jouer que avec ton quartier. Donc tout simplement le niveau, pour moi, le niveau 7 de l'ordinateur qui était le niveau le plus élevé, c'était un peu la meilleure façon de jouer le personnage. Je partais de ce principe-là. Et du coup, bah en fait, je copiais. Il jouait Ryu, bah tiens, il fait boule boule boule, il utilise des... Parce qu'en plus, tu sais que, bah enfin moi c'est ce que je me dis, mais quand t'es débutant dans un jeu de combat, même casual, tu pars du principe qu'il faut faire que des coups spéciaux. Oui. Tu dis jamais les pokes, les normaux, les pokes et tout. Tu te dis, oh putain, trop bien, j'ai fait un Doken, oh trop bien, j'ai fait un Tatsumaki, j'ai fait un Shoryuken. Mais en regardant l'ordinateur jouer, bah, je veux dire, ah, mais en fait, il m'enlève de la vie, même en utilisant des coups normaux, alors que je veux dire, mais c'est nul les coups normaux et tout, c'est mieux de faire un Shoryuken ou un Doken. Mais en fait, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais pour moi, je copiais tout simplement l'ordinateur. Et je me dis, ah bah tiens, si l'ordinateur il fait ça, c'est que c'est bien, c'est fort, il faut jouer comme ça. Et du coup, je jouais comme ça. Ok. Et à un moment donné, bon, toi, t'es allé au premier tournoi Virgin avec lui, il a gagné, tu l'as amené à d'autres tournois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en guillemets, ça devienne plus sérieux, qu'il arrive à faire de la compétition avec d'autres joueurs qui sont plus ou moins confirmés. Ça a été beaucoup plus tard hein, quand même, hein, parce que comme il vous l'a dit tout à l'heure, il s'est passé un temps entre Street Fighter 2 et Street Fighter 4. Il s'est passé combien de temps en année? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ah, c'est surtout qu'en fait, ce tournoi à Virgin, nous on l'a vu comme si j'allais au parc d'attractions. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de se dire ah bah t'as gagné, on va au prochain et ainsi de suite et ainsi de suite. Là on va rentrer à la maison, t'as gagné, puis c'était comme une attraction, comme si on était allé à Disney quoi. Ah mais faut souvenir, faut pas perdre de vue que quand t'avais 6 ans et demi, on était en 1990. Non, 90, on était en quelle année? 81, bah, moi j'avais 92. Voilà, e-sport, oui, t'avais pas gagné toutes les semaines. Pas. Oui. Il y avait même zéro communication. Et oui, comment tu fais pour découvrir qu'il y a un tournoi c'est ça. au truc du coin, c'est ça. Avant d'y aller, quoi. Donc, à part ces petits tournois, on va dire, ça avait pas d'ampleur, ça avait pas de c'était pour jouer.
On était là pour jouer. On n'était pas là pour se dire waouh, je vais performer parce que ça peut être un métier, ça peut être. On n'était pas là-dedans, pas du tout. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est autrement. Aujourd'hui, c'est différent, d'accord. Mais c'est vrai qu'entre cet événement dont on parle et ensuite la décision de passer pro, il s'est passé plus de 10 ans. Beaucoup plus, voilà, parce que et c'était aussi encore une fois passer pro, c'était une réflexion qui a pris quelques années. C'était pas waouh, c'est un métier qui existe, je vais tout faire pour faire ça. C'était pas du tout ça. C'était tiens, j'ai l'opportunité, tiens c'est bizarre, tiens je peux voyager, je peux peut-être gagner ma vie avec. Aujourd'hui. Et il y a encore 4-5 ans, 6 ans, on pouvait pas parler de ça. Voilà. Aujourd'hui, oui, ça, pour ceux qui souhaitent s'investir ou se dire le e-sport, c'est quelque chose qui a le vent en poupe, je peux m'investir dedans parce que je peux peut-être faire carrière. On peut en parler, on peut commencer à en parler. Mais à l'époque, c'était je sais pas. Maintenant, on a des exemples comme Luffy. C'est ça. Mais avant, à l'époque, il y avait comme déjà pas de communication et il y avait pas de modèle qui avait déjà réussi, quoi. Oui, je sais que t'aimes pas trop quand je te dis ça, mais c'est vrai que le fait que tu aies performé comme ça et géré ta carrière fait croire en certains. Tu vois, ça donne en tout cas, on se dit, oui, on peut y arriver. Ça existe. Il y a un modèle, il y a un template, tu vois. Tu as créé ce template en France, dans le jeu de combat, j'entends. Ah, tout à fait. Je dis, il y a encore 10 ans, quand je vous dis que le fait d'être joueur pro, de gagner ma vie avec ça, c'était pas une question, tout simplement parce que ça n'existait pas. Et j'ai eu l'opportunité que ça arrive. Donc maintenant, ça existe. Et maintenant, tu as eu quand même une multiplication des joueurs pro. Tu en as un peu plus de jeux de combat. Mais tu vois, moi, pour avoir joué à Counter-Strike à l'époque, quand je jouais sur PC, c'était un des premiers jeux e-sport où tu avais des équipes et tout. Mais moi, je voyais ça avec des étoiles dans les yeux. Mais trop marrant et tout. Le mec, il joue à ça, même à Warcraft 3. C'était des pros, des joueurs pros de ça. Mais après, vu qu'il n'y avait pas encore de joueurs pro de Street Fighter, même si tu joues à Street Fighter, tu sais, ça restait du loisir. Comme si demain tu joues à Super Mario Galaxy, tu te dis, je joue à Super Mario Galaxy, et puis ça s'arrête là. Et je pense que les premiers joueurs pro qui ont existé, c'était la team Mad Catz, Daigo, Tokido, Mago. C'est les 3 premiers joueurs pro qui ont existé, si je me trompe pas, en tout cas de ma connaissance. Et du coup, c'est ça qui a permis de lancer le truc. Et cette transition-là, toi, quand tu voyais qu'il voulait s'investir dedans, est-ce que tu y as cru au début c'était apparu comme une évidence? Ça a été un peu, je dis pas mystérieux, mais en fait, il avait, comme il vous l'a dit, Olivier était salarié d'une entreprise à Vasse. Il travaillait, il avait fait ses études et petit à petit il me dit tiens, là je pars en week-end pour un tournoi. D'accord. Là je pars encore en week-end, mais c'était plus en Europe, c'était beaucoup plus loin. Bon, petit à petit. Donc il menait une double vie, on va dire. La vie qu'il avait chez Havas et cette vie de joueur, qui était non professionnel encore. Son boulot principal c'était Havas. Et donc petit à petit il a vu que la place du jeu, il devait s'investir beaucoup plus dans le jeu que dans son travail. Donc à un moment il fallait faire un choix. Ça il pourra plus vous en parler que moi, mais voilà, nous on n'a pas vu il n'y a pas eu une scission, il n'y a pas eu du jour au lendemain j'arrête mon boulot, je vais faire autre chose. Ça s'est fait progressivement, donc il n'y a pas eu de choc. Ça te paraissait censé, c'était une suite logique. C'était une suite logique et c'était réfléchi, c'était posé, donc il n'y a pas eu d'interrogation, il n'y a pas eu de frustration, il n'y a pas eu d'angoisse par rapport à ça, parce que on s'est dit tiens, il a choisi d'abandonner, et encore il l'a fait progressivement aussi,
son travail pour se consacrer à ce nouveau métier qui est nouveau. Donc forcément, ça fait un peu peur parce que ça, même si c'est un travail qui est comme les acteurs ou les, c'est là où tu perds, c'est bien, tu perds pas, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, c'est un peu ça la question. Il y a un peu de risque quand même. Hein. C'est des risques, c'est beaucoup de risques. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, moi j'en discute beaucoup avec Olivier. Je lui dis mais là aujourd'hui, voilà, t'as l'âge que tu as. T'es plus dans l'ascendant, t'es un peu dans à ton âge, les joueurs de Street Fighter, même s'il y en a qui sont plus anciens que toi, tous les autres ils sont quand même plus jeunes. Comment tu vois l'avenir? Il m'a dit mais aujourd'hui autour du e-sport il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers autour de l'e-sport, d'accord? Donc ça peut être consultant, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être commentateur, ça peut être... Ok, d'accord. Voilà. Donc moi ça me rassure parce que c'est un monde, hein, on va faire un monde. C'est un monde qui est nouveau, pour mais en même temps où il y a beaucoup de possibilités. Hein, à la vue de son parcours, ça, donc je m'inquiète pas pour lui parce que derrière il y aura forcément du travail, dans les domaines qui sont autour, dans le journalisme, commentateur, analyste, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Coach. Voilà. Donc moi je suis pas inquiet pour son avenir. Et ce milieu du jeu vidéo, de l'e-sport, il est casse au niveau embryonnaire aujourd'hui. Ça ne demande qu'à exploser, hein. Que ça soit sur n'importe quelle plateforme, que ça soit sur n'importe quel jeu. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je te le dis, je l'ai souvent dit à Luffy, hein, qui m'épate chez lui, c'est qu'il a très vite vu les différentes ramifications qu'il pouvait avoir dans cet écosystème de l'e-sport. Donc, il a su gérer sa carrière en utilisant son passif, hein, que ce soit sa formation scolaire, que ce soit, enfin universitaire pour le coup, ou que ce soit son passif du milieu de l'agence de com, pour avoir négocié de bons contrats, avoir des bons placements, et aujourd'hui, il en sort d'ailleurs. Et ça, c'est un des trucs qui m'épate chez lui, parce que le joueur, c'est bien, c'est beau. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. Mais j'aime voir l'e-sport, entre guillemets, bien vieillir. Ce sont les premiers. Donc, si on les voit, entre guillemets, bien finir, ça encourage plus la génération qui vient. De se dire, tu ne tombes pas dans l'oubli. Tu vois. Parce qu'après, tu sais, c'est comme la musique. Il y en a qui ont fait de la musique, à un moment donné, ça marche plus, et puis on les voit plus, et puis à un moment, pouf, ils retombent. Et lui, il a su s'accrocher à plusieurs branches, à placer les choses. Et cette intelligence-là, je pense qu'il faut la partager un peu plus. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire un peu tout ce que tu as fait. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu es chez Gamers Assembly. Gamers Origin. Gamers Origin, dans lesquels tu as des parts. Ouais. Tu as créé ton bar, dont on va reparler. Oui. Tu es en partenariat. Tu es aussi en partenariat sur un restaurant sur Montpellier. Oui, tout à fait. Voilà. Et tu as différentes activités comme ça. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus Bien sûr. Ce qui t'a permis d'avoir cette ouverture d'esprit au niveau du business et cette confiance de te lancer. Alors déjà, dans un premier temps, je pense que tout part de mes formations universitaires. Donc moi j'ai une licence de sciences économiques, une maîtrise de sciences économiques, puis ensuite un master 2 en économie et marketing international. Et en fait, du coup, j'étais à l'université. Donc qui dit université déjà signifie autonomie, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont à l'université après le lycée, sauf qu'en fait on les jette dans de l'autonomie. On leur dit en fait tu as des amphis, tu as des TD. On te dit en fait les amphis, si tu veux, tu vas pas. Mais il y en a plein qui ne vont pas en amphi. Du coup, on me donne le choix, j'y vais pas. Et déjà, ça, c'est déjà une première forme d'autonomie. Moi, j'en connais tellement que j'ai eu en première année ou en deuxième année qui ont lâché l'école, enfin, qui ont lâché la fac, qui n'ont pas réussi. Ils sont allés dans un BTS ou un DUT ou autre chose parce que c'est cadré. On leur dit, il faut que tu viennes à 8h du mat, tu finis à 17h, ça, ils arrivent, tu vois. Mais quand tu dois t'es en pleine autonomie, on te dit, si tu veux, tu révises pas, tu fais ce que tu veux, tu fais ta vie. Il y en a plein qui arrivent pas. Et du coup, je pense que rien que avoir choisi pour moi le cursus universitaire, t'inculques une certaine forme d'autonomie, que ce soit dans tes révisions, dans tes partiels, dans ce que tu veux. Puis ensuite, j'ai eu
formation de sciences économiques. Donc, qui dit sciences économiques, bah, t'apprends évidemment de l'économie, que ce soit des théories économiques, que ce soit de l'introduction à l'économie générale, que ce soit, je me rappelle plus des matières. Oui. Puis ensuite, je me oriente vers un master 2 en marketing international. Pourquoi ? Parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais cette envie de découvrir l'international. Que ce soit parce que quand tu fais des études qu'en France, bah, tu vois que la France. Mais qui dit marketing international me dit peut-être que je vais avoir la chance de faire un stage à l'international parce que j'étais jamais allé vraiment à l'international. Et en fait, il s'avère que durant cette période de M2, bah, Street Fighter 4 sort. Et du coup, bah, en fait, ça a un peu lié les deux, quoi, parce que donc j'ai eu mes premiers tournois en France, puis après, premiers tournois. T'as fait le marketing international pour aller à l'international et Street Fighter 4 t'as envoyé à l'international avant tes études. En même temps. En même temps. Et également mes enseignements en M2. C'était énormément, vu que c'était la fac, c'était énormément des enseignements en mode créez votre entreprise à l'étranger, entreprenez. N'ayez pas un patron, faites ce qui vous plaît. C'était très souvent en fait un enseignement comme ça. Puis en plus, si tu rajoutes à ça le fait que je vais voyager sur Street Fighter 4, mon premier tournoi c'était Londres à l'international. C'était le SVB 2010 Londres. Ensuite, le deuxième tournoi c'était la DreamHack Suède. Winter, je crois, ou Summer. Mais du coup, tu vois, mes premiers pas avec l'international, finalement, ils venaient plus avec Street Fighter que avec mon enseignement. Mais en fait, je pense que la somme des deux m'a permis d'avoir une certaine ouverture jusqu'à encore aujourd'hui. Je voyage encore. Bon, là, il y a le Covid, donc non, mais jusqu'à encore avant le Covid, je voyage énormément. Ce qui me fait également avoir une ouverture culturelle très forte. Voir des différentes. Ça t'a souvent donné l'envie de dépasser les frontières, que ce soit d'abord géographique, et ensuite même au niveau de l'e-sport, de sortir un peu plus de l'aspect joueur pour aller voir plus loin. Absolument. Donc, si tu mêles tout ce côté autonomie que j'ai appris dès la première année à la fac, si tu mêles également ce côté international que j'ai connu, plus ouverture d'esprit, plus ce qui se fait ailleurs et tout, plus en plus lorsque tu fais en tout cas moi de l'économie, on était obligé de lire le magazine Challenge tous les mois. Donc t'étais obligé de lire tout le magazine. Après t'avais genre pas une dissertation mais une étude de cas, une étude de texte, une étude de cas. Mais du coup le fait de lire des trucs économiques avec quand t'as tous les 4 pages, t'as un mec qui a créé sa société au Mali ou l'autre il a créé au Bangladesh ou je ne sais où. Bah en fait ça te pousse à vouloir entreprendre. En tout cas ça te formate un peu entre guillemets à vouloir entreprendre. Et après évidemment le fait que j'ai un master 2, j'ai fait après derrière ma carrière professionnelle, donc j'étais manager des ventes dans une enseigne de vente distrib donc qui m'apprend le contact client. Ensuite j'étais responsable achat dans une boîte de com donc Avas. Et en plus la grande distri ça apprend à gérer le stress. Ouais, tout à fait. Tu bosses beaucoup et tout. Et après, responsable achat dans une boîte de com où tu fais de la négociation et tout. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu tout ça qui a façonné la personne que je suis aujourd'hui, qui fait que je peux gérer ma propre carrière, négocier mes propres contrats, ne pas avoir peur de prendre mon argent, investir dans X ou Y truc, parce que en fait, tout l'enseignement que j'ai eu, en fait, je connais ça de près ou de loin. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas obscur pour moi. Donc le mec il me parle je sais pas de cash flow, il me parle de profit, il me parle d'investissement et tout. C'est des choses qui me parlent. D'embaucher un salarié. Au final, c'est ton premier jargon avant le jargon du jeu de combat, quoi. Absolument. Embaucher un salarié, négocier un contrat, je sais pas, X ou Y chose, tout ça m'a été inculqué et en fait ça a fait que je peux réaliser tout ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et donc le jeu de combat, c'était une passion au départ, c'était aussi une pratique dès l'enfance. Je crois que Watt y a contribué beaucoup. C'est un peu grâce à toi. Il aurait pas acheté Street Fighter 2, ça se trouve j'aurais été pro Virtua Fighter. Ouais, mais il y a eu Street Fighter 2 avant. Ah oui, c'est la Super Nintendo, pardon. Ouais, c'est ça. J'aurais été peut-être pro de Mario Kart, tu vois. Coupé. Ah non, on coupe pas, ça sera. Ça y sera, ouais. Attention. Et du coup, là, comment s'est
passé cette transition justement par rapport au bar, parce que généralement c'était une passion, donc le jeu de combat t'es arrivé dedans parce que ça te passionnait. Ouais. Est-ce que le bar, il y a aussi cette affinité avec le domaine alors oui, tout simplement. Pourquoi ? Parce que mon tout premier, alors pas mon premier sponsor, mon troisième sponsor, mon premier sponsor était le Bushido Impact, qui faisait les tournois sur Paris. Oh, wow. Mon deuxième sponsor était Watch the Match, qui était voilà, des vidéos pro de Magic, en tout cas en cœur de métier. Et mon troisième sponsor, c'était le Meltdown. Qui était une chaîne de bar e-sport, précurseur d'ailleurs des bars e-sport. Qu'il est encore. En France en tout cas, puis après à l'international. Et du coup, qui dit être sponsorisé par un bar, dit forcément aller au bar. Et que ce soit pour rencontrer tout simplement les personnes qui me sponsorisent, ou passer du temps avec eux, etc. Et puis après, faire des rencontres, parce que qui dit premier bar e-sport, moi, comme je vous ai dit, mes premiers jeux, c'était Counter-Strike, Dota, et tout. Donc, c'était la première fois de toute ma vie que je rencontrais des gens qui avaient partagé ces moments au Meltdown. Ouais. Parce que Meltdown, c'était les premières bars e-sport. Et du coup, moi, ça me faisait kiffer de faire ces rencontres et tout. Et de fil en aiguille, ça m'a fait apprécier ce monde du bar, etc. Même, tu vois, après, ça fait que quand je vais à l'international, je sais pas, au Celtic Throwdown à Dublin, ou que ce soit Final Round à Atlanta, souvent, on peut aller au bar, boire un verre, manger un morceau et tout. Parce que, c'est rentré dans mon quotidien. C'est rentré, en fait, dans mes loisirs quotidiens de bouger un peu. T'as mêlé un peu l'utile et l'agréable, au final. Que tu concilies l'activité de bar qui te plaît avec l'activité de jeu vidéo qui te plaît également. Tout à fait. Et puis vous qui êtes aujourd'hui à Locanshield, vous voyez un peu que ça mêle un peu ces deux univers, un univers un peu cosy, un univers un peu du gaming, du Street Fighter, du Smash, une bande d'arcade. Puis après évidemment le bar, puisqu'on est un bar quand même en cœur de métier, quoi. Moi j'avais une question justement. Watt parlait justement de ta phase ascendante et descendante. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où est-ce que tu te sens déjà descendre ? Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit l'e-sport et les résultats, moi je vais mettre ça un peu plus sur le côté et plus me concentrer sur le côté entreprise, investissement ? Moi de mon côté, je pense que étant donné que je suis arrivé sur Street Fighter 4 donc en 2009, aujourd'hui on est en 2021, sur Street Fighter 5. Pour avoir connu les jeux de combat, moi, à Street Fighter 4, qui est un peu l'âge d'or des jeux de combat, en fait, je pense que vous aussi, vous êtes témoin, c'est qu'on voit vraiment une forte ascension quand même du genre. Si tu compares il y a 20 ans versus aujourd'hui, je pense qu'il y a un monde. Même les entrées à l'Evo, les trucs comme ça. Voilà, il y a un monde, il y a du streaming, il y a de l'Evo, il y a des streams de jeux de combat tous les jours, il y a toutes les 2 semaines, t'as un tournoi, que ce soit Tekken, Smash, n'importe quoi. Donc t'as quand même quand même les jeux de combat n'ont rien à envier des autres genres en fait. En termes de contenu, on a autant de jeux de combat que on a autant de tournois de jeux de combat que de tournois de MOBA. Oui. Que de tournois de FPS, même voire plus, je pense. Même plus. Parce que nous, tu vois, quand on parle de FPS, il va y avoir 3 FPS qui se battent en duel. Et c'est souvent des grands. Alors que nous, quand on parle de versus fighting, sur un week-end, t'as un tournoi de Tekken, un tournoi de Smash, un tournoi DBZ, un tournoi Street Fighter. En fait, le genre du jeu de combat, il est extrêmement large. Du coup, bon, ça a des plus et des moins parce que c'est plus parce que ça enrichit. Ça se dilue. Mais c'est moins parce que effectivement, ça spread la communauté. Et du coup, en 2021. On voit quand même. Je pense que dans le versus fighting, on est toujours sur une pente ascendante. Et bon, moi j'ai 35 ans. En fait, comme tu dis tout à l'heure, que je peux être un exemple pour certains en France qui possiblement me connaissent comme moi ou autres. Moi, comme exemple, je peux avoir Sako ou Daigo, qui sont joueurs japonais, qui ont 39 ans, 42 ans. Ouais. Et en fait ça montre qu'à 42 ans on peut toujours être fort. Sako il est dans le top 20 mondial. Il a top 20 mondial, il a des rides, il a des cheveux blancs. Pourtant le mec sa ménate t'as pas trop envie de la tester en tournoi, tu vois. Et surtout qu'en plus il a 42 ans et c'est le joueur réputé dès lors qu'il y a des trucs techniques.
Ah oui, tu vois, quand on parle de ouais. tout ce qui est technicité, ouais, oh putain, ça c'est un perso pour Sako, c'est sûr. Ouais. Tu vois, ça montre que. C'est la référence. Voilà, c'est la référence. Dès lors qu'il y a des trucs avec un peu de trucs de technicité, trouver des trucs chelous en mode je te touche à la dernière frame active, ça, lui c'est un pro de ça, tu vois. Et pareil pour les autres, hein. Fujimura, Momoshi, mine de rien, ils ont mon âge. C'est la même génération de Momoshi, c'est un 85, je crois. Fujimura, peut-être un 87 ou un 86. Mais ils ont le même âge que moi. Et en fait, si tu regardes, c'est simple, si tu regardes le top 30 mondial, déjà t'as tous les Bonchan, Tokido, Kazunoko, n'importe quoi. Et on est tous dans cet âge-là. On est tous entre 84 et 87. Donc finalement, ça montre qu'on est au top encore. Et là, bah, je pense qu'on arrive sur bientôt l'ère de fin de Street Fighter V. Les cartes vont être rebattues une nouvelle fois sur Street Fighter 6. Et puis, j'ai envie de te dire... En exemple, j'ai un mec qui a 42 ans, c'est un des meilleurs du monde, bah, je pense que c'est encore possible de le faire. Et le jeu de combat, ça reste un genre où je pense que l'expérience prévaut énormément. Évidemment, il y a de la réaction qui compte. Hein. Moi, je les vois, hein, les jeunes Takamura et tout, le mec qui réagit à des trucs, je me dis, putain, mais comment il a fait le mec? Et surtout que, bon... je me dis, mais je suis pas une brêle quand même. Comment il fait pour réagir aussi vite? Le mec, il parie un coup, il fait des démon derrière, il est chaud. Et mais du coup, je les vois, ces jeunes qui ont des meilleures réactions que moi, je le vois vachement. Mais je me dis que je peux compenser, en tout cas, encore, j'espère, par mon expérience, par ma gestion du neutral, par le fait que je te conditionne. Ça va être mon expérience de jeu qui va le faire. Et quand comme tu l'as dit, hein, j'ai des exemples qui me montrent que c'est possible. Exact. La gestion du stress. Aussi. Le e-sport, on l'entend, c'est un sport de haut niveau. D'accord? Donc, forcément, si on parle de sport de haut niveau, on compare avec d'autres sports de haut niveau. Du tennis, je sais pas, d'autres sports individuels. D'accord? Je parle pas de foot, parce que le foot, c'est un sport collectif. Donc, des sports individuels. Donc, aujourd'hui, je sais pas si vous avez suivi le dernier Roland Garros ou des sports de tennis. Rafael Nadal, ou je sais pas qui, ils disent ils ont gagné 25, 30, 40 grands chelems. Mais les mecs, ça veut dire qu'ils sont dans le milieu depuis tant d'années. Mais ils sont toujours au top. D'accord? Ils gagnent toujours des compétitions. Mais qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là entre un joueur avec l'âge, je suis pas ancien, mais âgé, et un nouveau qui a plus de puissance, qui a plus de force, qui a plus de réflexes, etc., etc. Olivier vous l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience, il y a la gestion du stress, il y a l'expérience qui fait que dans une situation, bah, l'autre il est à tel niveau, il est à la finale, il est à demi-finale, il perd ses moyens parce que il a un niveau comme ça. Bon, bref, à un tel niveau, on sait faire tous les coups comme on fait les coups. D'accord, c'est pas un problème ça. On fait une boule de feu quand il faut faire une boule de feu. C'est pas un truc. D'accord, mais c'est pouvoir faire la boule de feu et la passer. Parce qu'encore une fois, c'est une manette. C'est-à-dire qu'on fait le mauvais mouvement, la manette, ça passe pas. C'est comme ça. D'accord, c'est de gérer le stress, c'est de gérer le temps, c'est de gérer tout ça. Et ça, c'est l'expérience. Donc les joueurs ancien, et encore t'es pas ancien, t'es jeune, mais par rapport à des joueurs qui arrivent, c'est vrai, on peut se dire il est ancien, mais il a de l'expérience, c'est-à-dire qu'il peut encore avoir beaucoup de beaux jours devant lui, parce que il a cette expérience, qui connaît l'environnement de ce jeu-là, d'accord, l'historique de ce jeu-là, qui fait que il peut anticiper certaines situations, il peut trouver des parades dans des situations où un novice ne peut pas, parce qu'il n'a pas l'expérience. Lui, il va faire n'importe quoi, ou il va faire tiens là je fais un truc alors que c'est pas ce qu'il fallait faire. C'est tout. Et un truc très important dans ce que tu as dit par rapport à la gestion du stress et aussi à l'expérience, c'est même en dehors du jeu. Parce que quand tu es dans une carrière compétitive, souvent quelques défaites enchaînées peuvent te démoraliser et te sortir de ton plan de carrière. Alors que quand tu as l'habitude, tu connais les cycles. Tu sais ce qui se passe, tu sais qu'il y a des moments hauts, il y a des marées basses, et que la marée continue. Ça reviendra, c'est comme ça. Ça fait partie des cycles. Tu sais l'accepter. Je pense que accepter la défaite, c'est quelque chose que seuls les compétiteurs confirmés savent faire. Exact. Professionnel. Parce que le mot professionnel, il est important. D'accord, ça veut dire que c'est son métier.
Exact. C'est pas, je fais un tournoi de temps en temps et puis je gagne super. Tiens, le deuxième je gagne super. Non, il en a fait son métier. Ça veut dire que il vit de ça, d'accord. Et forcément, s'il vit de ça, il y a tout qui tourne autour, d'accord. Donc avec des calculs. Parce qu'il faut calculer aussi. Il y a des compétitions. Tiens, ça sert à rien que je la fasse parce que ceci, voilà, ça c'est important aussi de dire ça. Il y a des compétitions partout dans le monde à n'importe quel moment. On parlait du jet lag. Je lui ai dit, t'es plus à l'aise avec un jet lag quand tu pars au Japon ou t'es plus à l'aise avec un jet lag quand tu pars aux États-Unis? D'accord. Il dit non, les States c'est mort, c'est dur, c'est difficile. Ok. Et je lui ai dit, mais pourquoi je te vois jamais sur les compétitions en Asie autres que le Japon? La Chine, la Thaïlande, parce qu'ils font des compétitions eux aussi. Parce qu'il me dit, parce que dans mon, c'est pas mon plan de carrière, mais c'est pas très intéressant, c'est pas. Donc il y a tout ce côté calcul. Exact. Qui est important pour un joueur professionnel. Donc moi j'insiste pas, je lui dis si tu veux pas le faire c'est pas grave, ok d'accord. Mais lui il sait quelle il y a une stratégie. Quelle compétition est importante, voilà, tout ça ça se calcule, c'est important. Et c'est pour ça c'est toute la dimension professionnelle qui intervient là. Exact. Moi moteur on me dit vas-y pars à Las Vegas, moi je vais tout de suite. Ouais. Alors que ça se trouve ça vaut rien. Pour moi, en tant que... tout ce qui brille n'est pas une opportunité. Voilà, quoi. exactement. Et c'est bien que tu aies fait le parallèle avec le tennis. Ça se ressemble beaucoup au niveau de la gestion de carrière. Et tout ça, voilà, c'est pour vous dire que le côté e-sport professionnel, ça doit être considéré comme n'importe quel sport au niveau professionnel. Là, je compare avec le tennis, mais je peux comparer avec d'autres sports. Voilà, mais c'est de la stratégie. Exact. Simplement, et tout ça, c'est important pour une évolution de carrière. On parlait tout à l'heure de pente descendante. Mais en fait, c'est pas une pente descendante. C'est peut-être une pente descendante en tant que joueur, parce que il prend de l'âge, que les réflexes, forcément, avec l'âge, sont moins acerbés que quand on est plus jeune, etc., etc. Mais c'est pas une pente descendante dans une carrière. D'accord. En tant que joueur, ouais, c'est vrai. Il y a des joueurs plus jeunes, qui sont plus vifs, qui sont plus actifs, même s'il manque l'expérience. Il y a deux exemples de joueurs plus âgés, mais on est quand même, c'est vrai, en tant que joueur, dans une pente descendante, mais pas dans une carrière. Zinedine Zidane, c'était un joueur très très bon quand il était joueur. Mais à un moment, il s'est dit, faut que j'arrête de jouer parce que il y a plus jeune. Donc je vais faire entraîneur, je vais faire mais du coup, il a une carrière en tant qu'entraîneur. Il a une carrière en tant que consultant. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un écosystème, il y a plein de métiers dedans. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, les e-sports, on est dedans. On est dedans. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup d'opportunités qui sont autour. Donc moi je m'en fais pas pour mon frère. Et on parlait aussi de l'international avec le jet lag, avec les autres joueurs que tu as cités. Est-ce que tu penses que parce que à part tout, honnêtement je sais pas, à part toi, j'ai pas vu quelqu'un gérer aussi bien son plan de carrière, tant dans le démarchage au niveau des sponsors, dans la gestion des autres business qu'il y a autour. Est-ce que c'est un problème français, le fait qu'il n'y ait pas assez de joueurs qui le fassent? Est-ce qu'aux États-Unis les gens le font naturellement? Est-ce qu'au Japon ils le font naturellement? Après, alors au Japon, je pourrais pas dire parce qu'on a très peu de contacts en tout cas avec les Japonais, et sur le peu qu'on a, on parle pas vraiment de ça. C'est assez tabou là-bas encore. D'accord. L'argent. Ouais, l'argent c'est tabou. C'est tabou. Et bon après, en général, c'est tabou même en France. Mais le truc, c'est que je pense que pour avoir, je cite une gestion de carrière comme la mienne. Je pourrais pas juger si elle est parfaite ou non, mais en tout cas sur ce que j'ai aujourd'hui, c'est en fait énormément de joueurs aujourd'hui jouissent de la richesse de l'e-sport dans les jeux de combat, sont très jeunes. Parce que c'est souvent des nouveaux joueurs de Street 5. Je peux te nommer par exemple ProLamix qui est plus jeune,
Venom qui est plus jeune, Crimson qui est plus jeune, Infectious qui est plus jeune, Punk qui est plus jeune, Knuckle Duke qui est plus jeune. Et du coup, sur les jeunes joueurs, peuvent avoir moins de recul, forcément. Parce que possiblement on n'a pas eu le même enseignement, ils sont plus jeunes. Quand tu as 22 ans, tu as gagné 250K, comme Ménard par exemple, tu n'as peut-être pas la même gestion qu'un mec qui a 37 ans et qui a gagné 250K, tu vois. Donc tu as également ça qui joue, tu as l'expérience. Après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est d'ailleurs pour ça que il y a des personnes qui s'appellent des gestionnaires de patrimoine. Oui. Donc pourquoi pas passer par là, je veux dire... c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de beau gosse ou non de gérer sa carrière seul. C'est parce que moi je peux le faire, tant mieux, hein, tant mieux pour moi. Mais si tu as peur de te louper ou autre, j'ai envie de te dire, consulte quelqu'un. Oui, va avoir un professionnel. Tout simplement. Ça peut être une agence. Imagine, tu veux faire de l'immobilier, tu vas avoir une agence de gestion locative. T'achètes un truc, puis après tu vas avoir un mec qui va te conseiller. Tu veux investir dans, je sais pas, dans un hôtel, tu vas avoir autre chose. Ou en tout cas, c'est un métier qui existe. C'est bien pour une raison. Et c'est bien pour ça que tu as des fonds d'investissement. Même là, on parle même de milliards pour des fonds d'investissement, des hedge funds, des business angels. Ils existent pour une raison. Et donc, je pense que aussi, ces connaissances-là, de fonds d'investissement ou business angels, je pense qu'il faut déjà avoir une certaine connaissance de savoir qu'ils existent. Si tu ne sais pas qu'ils existent, tu peux pas savoir qu'ils existent. Est-ce que tu penses que c'est le rôle des structures d'e-sport de leur apprendre, par exemple dans les clubs, ça se fait maintenant, par exemple dans les clubs de basket, même dans les labels de musique, apprendre à gérer cet argent? Parce que quand tu es jeune, comme tu as dit, et tu viens, tu fais un tournoi... Moi, je pense que oui. Et tu te fais 250 000, Tout à fait. tu t'apprennes à gérer cet argent. Absolument. Ça monte très vite à la tête. Absolument. Moi, je pense que, effectivement, tu soulèves un bon point, parce que les structures ne le font pas. Toi, t'es juste joueur pour une structure et puis t'es joueur pour une structure. Mais effectivement, t'as pas de conseil, disons, service après-vente. T'as pas de conseil pour la suite. Et ça, c'est un gros point. Là, tu vois, par exemple, par exemple, des entreprises, par exemple, comme Randstad, qui sont dans l'emploi, ou en fait, qui ont un pied dans l'e-sport. Et un des trucs, hein, c'est justement de proposer un après-carrière aux joueurs. Que ce soit des joueurs de 23 ans, que ce soit des joueurs de 35 ans, le but c'est, tiens, regarde, le joueur e-sport qui a 16 ans a tout lâché pour Fortnite, lui retrouver un point d'ancrage avec, entre guillemets, la société. Mais la même chose pour des mecs de 27 ans qui ont joué à LoL, qui ont sacrifié leur truc pour LoL, parce que, mine de rien, il en faut des joueurs qui font vivre l'e-sport. S'il n'y a pas de joueurs pro, il n'y a pas d'e-sport. Donc il faut avoir des mecs qui ont sacrifié quelque chose. Et ces mecs qui ont sacrifié quelque chose, il faut qu'on les aide derrière. Parce que tu fais comment? Parce que c'est facile quand c'est le sport. Le sport, t'as fait, je sais pas, possiblement t'as été retiré. Imagine, je sais pas, je vais prendre Lissarazu ou Fabien Barthez, champion du monde. Le mec, il se retrouve analyste ou commentateur pour TF1, Téléfoot ou autre chose. Enfin, ils ont tous ou Zidane qui devient entraîneur ou Deschamps qui devient entraîneur. Comme tu dis, ils ont arrêté à 16 ans, 16-17 ans. Sport-études. D'accord. Donc ça veut dire que dans leur cursus on n'a pas scolaire... Voilà, il n'y a pas encore. Pas encore, peut-être. Mais pour le foot, pour des métiers, pour des sports qui sont implantés depuis très longtemps, à 16 ans, déjà, on vous repère. On vous approche. D'accord. Donc on vous sort d'un système classique pour vous dire on t'emmène en sport-études, etc. Mais si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ce que dit Olivier, c'est voilà, Randstad de 16 ans, ils les sortent parce qu'on joue à des jeux maintenant en vidéo, on peut être pro à 16 ans, je sais pas quel jeu, mais derrière, si ça se passe mal et que l'autre t'as rien. Il faut une boucle de rattrapage. Pas de chômage, il n'y a pas d'indemnité. Qu'est-ce qui se passe? En plus, voilà, c'est un gros problème. Donc ça, c'est une grosse problématique. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai eu une grosse réflexion avant de faire le virage dans le sport, parce que je pense que j'ai possiblement du recul pour me dire que en fait c'est simple. Mon raisonnement il est super simple, c'est que aujourd'hui je suis joueur pro depuis 2016. Quand je dis pro, c'est à plein temps. Oui. Donc 2016-2021, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, imagine demain, pour X raison, je suis plus joueur pro. Donc je retourne dans le boulot traditionnel. Je me présente devant RH. Ouais, vous avez fait quoi pendant 5 ans?
est-ce que le mec il va valoriser mon expérience en étant champion du monde de Street Fighter 4? Même s'il le valorise, il valorise dans quoi? Tout à fait. Exact. C'est ça, c'est un super gros problème. Traduire en métier. Depuis tu vois, quand 2016. Tu vois, j'ai envie de te dire, quand t'as 21 ans, ça. allez, c'est chiant, mais c'est moins grave quand t'as 35 ans. Ah ouais. Ouais. Moi, je vois mes potes d'école, de fac et tout, les mecs, ils sont consultants seniors, ils gagnent 70K par an en mode tranquille, tu vois. Ou d'autres super belles carrières. Et moi, je me dis, effectivement, j'ai une très belle carrière aussi dans le gaming. Mais imagine un jour, tout s'arrête, parce que ça reste quand même un milieu jeune. Et puis à risque. Je reviens quoi? Je reviens assistant, je sais pas quoi, parce que le mec il va me dire ouais mais en fait pendant 7 ans t'as rien fait. Parce que c'est pas aujourd'hui on est dans une société où l'e-sport n'est pas valorisé. Sauf si évidemment je reste dans le milieu de l'e-sport. Oui. Mais imagine je vais bosser, je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais bosser chez Total. Le mec j'arrive devant LERH, je dis je veux être directeur des opérations, il me fait ouais tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui, bah oui, quelle opération. C'est ça. Les opérations gaming. Voilà. Bah ouais, sport, tu alors connais. que théoriquement dans une carrière entre guillemets, non, j'aurais pas fait ces 5 ans de break, je m'entends, mais j'aurais pas fait ces 5 ans, j'aurais continué une carrière traditionnelle, ça se trouve à 35 ans j'aurais été directeur des opérations. Mais là si je quitte maintenant, j'arrive chez Total, je postule pour directeur. C'est comme si tu étais apprenti en fait, t'as pas l'expérience. En fait c'est comme si tu downgrades Ouais, c'est ça. par rapport à la société traditionnelle. Mais ça c'est super chiant. Ça fait super peur. Alors que tu es quand même une entreprise à toi-même. Tu as une bien sûr, entreprise après, que tu gères comme une entreprise. Tu Ça- as le côté mais- performance, mais On sait ça, très c'est un bien. produit, un De toute service. façon, je sais très bien ce que je vaux. Mm. Mais est-ce que le mec, le RH devant Il croit moi, pas, Oui. va y croire ou pas, tu C'est vois? ça. Et tu vois, je peux te dire Total, mais j'aurais pu te dire, je sais pas, achète les bouquins, achète. Je peux te dire plein de trucs. Mais c'est ça. Il y a un très gros problème, je pense aujourd'hui dans les carrières e-sportives, c'est que ta carrière e-sportive ne sera pas forcément valorisée dans un secteur traditionnel. Pris en compte. Ouais. Exact. Et ça, je te jure, ça fait archi peur. Ça fait archi peur parce que moi j'ai 35 ans. Et d'ailleurs, c'est pire à 35 ans parce que T'imagines. moi je me rapproche de entre guillemets à la fin comme on le dit. Mais tu vois, un mec de 25, allez, il peut encore rebondir et tout. Mais c'est plus facile de rebondir quand t'as 23 que quand t'as 37. On va pas se le cacher. Évidemment, t'as tous les success stories. Si vous voulez, on peut trouver des antithèses. Oui, évidemment. T'as pas, on m'a dit, la vie familiale d'aussi bien installée, quoi. Bah ouais. T'es Mais moins mobile. ça, c'est un super gros problème. Et d'ailleurs, Et c'est t'as pas de sécurité de l'emploi. Exact. évidemment, t'as pas de sécurité de l'emploi, ça c'est chiant aussi. Et après, la sécurité de l'emploi, moi ça me fait moins peur parce que je suis un débrouillard, je Oui. peux retrouver un boulot. Alors, je parle de la personne qui n'a pas ce background, Tout qui à a fait. juste joué. Mais même avec mon background qui est bien, j'ai un master 2 et tout, bah en fait, c'est comme si tu t'étais arrêté dans le temps en fait. Oui, bah oui. Tu t'es arrêté. Tu t'es dit, ah bah tiens, et en fait le RH en face de toi, il va dire, ah bah trop bien, c'est bien ta vie, t'es allé jouer aux jeux vidéo. Parce qu'il valorise pas cette expérience. Exact. Après évidemment, c'est peut-être à moi de la vendre avec les plus jolis mots ever. J'ai traversé le monde, Tout à fait. j'ai affronté les plus Ouverture forts, culturelle tout ça de pour ouf, que les je parle 17 langues et tout, Ouais, tu peux voilà. me donner. Mais ça, c'est pour moi, c'est un énorme problème et je pense que à un moment, la douche froide va bientôt arriver pour pas mal de gens, quoi. Et si c'est pas les structures, tu penses que au niveau associatif, il peut avoir une sorte d'entité qui fédère, en tout cas l'e-sport, pour approcher les jeunes qui commencent une carrière, pour leur montrer les différentes perspectives à avoir, ou même comment gérer son entreprise, des choses comme ça. Bah, je sais pas si ça existe aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si les structures le font aujourd'hui. Mais je pense que c'est nécessaire parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas d'e-sport. Sauf que les joueurs, tu les as de plus en plus jeunes, que ce soit dans League of Legends, que ce soit dans Fortnite, que ce soit dans n'importe quoi. Parce que c'est le milieu aussi qui veut ça. On veut des jeunes. Sur les streams, tu veux des jeunes. Tu veux pas des quarantenaires, des cinquantenaires. Tu veux des jeunes parce que c'est plus Ça joli attire, pour les sponsors. Parce que bah en fait c'est l'écosystème en tout cas de l'e-sport. L'écosystème de l'e-sport, les sponsors sponsorisent des équipes e-sport parce qu'ils veulent toucher les jeunes. Ils veulent pas toucher des vieux. Et en fait c'est con, mais tout s'embrique. Et au final, les grands perdants, ça va être les joueurs. Si on n'a pas de rebond. Exact. Et moi je le vois super bien parce que j'ai 35 ans. Donc je sais que c'est un boulot et tout. Et t'as vu le début. Et j'ai vu le début. Et tu vois, les gens qui ont 21 ans, bah eux, enfin, tu vois, après, tu vois, ils peuvent être dans le move de l'excitation, trop bien, je suis joueur professionnel. Mais en fait, moi, je le vois vachement comme un travail.
Il voit pas l'avenir, lui, il est dans l'euphorie. Il est dans l'euphorie et en plus, il commence à avoir un sacré turnover maintenant. Hein. Ouais, bah C'est-à-dire ouais. que les carrières sont moins longues. Et c'est ça. Tout à fait. On le voit sur CS, par exemple, CS, les carrières 21-22 ans, si tes réflexes commencent à peine à se diminuer, c'est fini. Ah, c'est ça. Et après, je sais pas, après la question de qu'est-ce qu'il fait. Après, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il retourne dans le monde tradi? Moi, encore, je touche du bois parce que j'ai fini mon diplôme. J'ai un Master 2 quand même, j'ai un bagage. Mais Ah tu oui, vois, les gens qui se sont arrêtés en pleine école pour se dire, oui, moi j'en connais des joueurs de Fortnite. Le mec, 16 ans, il a arrêté le lycée pour se consacrer à Fortnite. Après, peut-être qu'il a gagné des milliers et des cents. Mais le jour où Fortnite va s'arrêter, où l'écosystème de Fortnite plonge, parce que t'as toujours des cycles de nouveaux jeux. Ouais. Comme Warcraft, c'était l'âge d'or, et bizarrement, Warcraft, il n'y a plus personne qui joue. Alerte rouge, Command & Conquer, Starcraft, tout ce que tu veux. C'est des cycles. Il y a quand même un travail de sensibilisation à faire. Je suis assez d'accord. Tu n'endosses pas cette responsabilité de temps en temps? En tout cas, aujourd'hui, là, je suis joueur, donc j'ai envie de te dire, dès lors que je suis sur des talks et tout, moi, je le dis. Après, qu'on m'écoute ou pas, j'ai envie de te dire qu'on m'écoute ou pas. Y a pas tout le monde pas toute la planète qui me follow sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis tout le temps. Et je le dis tout le temps. J'ai vachement l'habitude d'être convié à des conférences ou autres. Moi, aujourd'hui, quel est le premier conseil que vous pouvez donner aux jeunes? C'est n'arrêtez pas vos études. Jouez aux jeux vidéo tout en finissant vos études, pour justement avoir un bagage derrière. Et pareil, tu sais, essayer d'avoir une certaine ouverture d'esprit et tout. Mais après, tu peux instruire les joueurs, tout ce que tu veux. Mais derrière, il faut avoir le retour de la société. Tu peux instruire autant que tu veux le joueur, mais si la société te dit non mais en fait t'es 7 ans de Fortnite, t'es champion du monde 18 fois, mais moi je m'en fous. Si personne n'est sensible à ça dans la société en face de toi, tu peux rien faire. Et ça, c'est un effort politique aussi à faire au niveau de la sensibilisation, parce que plus la politique va investir dedans, plus la politique va valoriser un peu ce métier, que ce soit en créant des statuts, en créant des formations peut-être un jour, ou en reconnaissant des compétences. Parce que ça aussi, c'est une validation d'acquis qui peut se faire. Parce que c'est, moi je dis, une compétence entrepreneuriale. Tu peux faire une VAE, ouais. Exact. Donc, ces choses-là, il peut y avoir quand même une volonté politique derrière. Et on voit que c'est devenu un enjeu politique. Est-ce que tu as l'impression que ça bouge à ce niveau? Moi, j'ai surtout l'impression, en tout cas, de mon point de vue, que les enjeux politiques, ils sont vachement à comment on va taxer les joueurs e-sport, tu vois. Plus que leur proposer une carrière après coup. L'e-sport, c'est quoi? Est-ce que ça rentre dans la catégorie des BNC? C'est pas comme au Japon, il n'y a pas une licence pour être joueur e-sport, c'est pas encore, il n'y a pas un statut de joueur e-sport en France. C'est pas considéré comme un métier. Ouais, voilà. Officiellement, moi je peux te le dire, sur la nomenclature de l'INSEE, tu ne trouves pas joueur professionnel de jeux vidéo. Tu vas trouver animateur sportif, parce que en fait c'est des métiers reconnus dans la nomenclature des métiers. Sauf que joueur professionnel de jeux vidéo, ça n'existe pas. Streamer, ça n'existe pas. Tu vas le mettre dans culture loisir, tu vas le mettre dans culture animateur si tu veux, mais tu n'as pas l'intitulé pur. Donc ça veut dire que c'est pas un métier. T'as même pas un code particulier qui régit en fait l'activité, quoi. Il y a rien, aucune. Non, c'est pas dans la nomenclature. Donc, qui dit que c'est un métier qui n'est pas dans la nomenclature, c'est pas un métier. D'accord. Au sens officiel des termes. Oui. Après, je peux toujours écrire que je suis joueur professionnel de jeux vidéo quand je me suis marié. Mais dans la nomenclature de l'INSEE ou de la chambre de l'industrie du commerce, tu n'as pas joueur professionnel de jeux vidéo. Et comment tu penses qu'on devrait solutionner ce problème? Ça, c'est dans les hautes sphères. Déjà, il faut que les personnes qui sont consultés ou doivent être consultés, en tout cas, doivent soumettre l'idée, parce que ça reste une avancée quand même des choses de la société. Et voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis pas dans les petits papiers avec le gouvernement et tout, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait par le futur, quoi. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, quelqu'un qui a suffisamment de recul, d'expérience, tout ça, pour voir la suite. Ok. Et je pense, de par l'expérience, sans être méchant discriminant, ça va pas être quelqu'un de 17 ans, tu vois. Oui. Voilà, donc tu dois mettre quelqu'un qui a du vécu, qui a possiblement déjà eu un début de carrière professionnelle pour savoir comment fonctionne une société traditionnelle et qui a vu la suite, qui a fait le switch et du coup qui a vécu les deux mondes et qui se rend compte que le monde de l'e-sport n'a peut-être pas, on ne sait pas ce qu'il y a à suite après quoi. Je crois qu'il faut que tu te lances dans la politique.
Exact. C'est tout ce qu'il a décrit, ça colle avec lui. La conclusion, c'est ça. Après, tu vois, c'est bizarre, mais tu vois, le microcosme de l'e-sport, le secteur de l'e-sport, bah, je suis très connu dans ce milieu. Mais c'est un milieu en soi. Alors que tu vois, imagine, t'étais directeur dans le nucléaire. Demain, tu vas dans le secteur de l'essence ou tu vas dans le secteur du luxe. Ton expérience va être prise en compte. Alors que l'e-sport, ça va pas être pris en compte. Oui, ça reste. Alors que dans le nucléaire, t'es pas connu ailleurs. Mais ton expérience te suit. Ouais, dans le nucléaire, t'es connu, mais ton expérience te suit pas. Tout à fait. Tu vois, le mec, c'était le directeur d'Adidas. T'inquiète, demain, il dit je postule pour être le directeur d'Apple. Il y a peut-être une proba qui soit le directeur d'Apple. Alors que moi, je suis directeur, je sais pas, de Gamers d'origine. Je dis ouais, vas-y, les gars, j'ai envie d'être directeur d'Adidas. Je suis pas sûr, tu vois. mais tu vois, tout ça pour dire que l'e-sport reste un peu dans son microcosme d'e-sport. Et je sais pas, il a du mal en tout cas à être perçu sérieusement par les autres secteurs d'activité. Et ça, c'est dommage, parce que c'est ça également qui va montrer des limites. Comme je t'ai dit, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va le voir arriver. Hein. J'ai une dernière question par rapport à ça. Ouais. Vas-y, dis-moi. Je pense que dans la tête des gens, le e-sport s'adresse à des communautés jeunes. C'est ce que dit Olivier. D'accord. Sauf que je crois que chaque jeu a une tranche d'âge. Par exemple, moi je joue à Clash Royale. J'aime bien Clash Royale, c'est super, je joue. D'accord. Et je regardais des vidéos sur YouTube de joueurs pour voir les. Et en fait, je vois qu'ils ont 14, 15, 16 ans. Maxi. Franchement, celui qui a 20 ans, c'est un dinosaure. Donc, Street Fighter, par contre, des joueurs de 16 ans, on n'en a pas. 17, 18, 19, 20, on n'en a pas. C'est très 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 rare. D'accord. Ceux qui ont la maturité de jouer à ce jeu-là, ils ont minimum 22, 23, 24. Exact. Minimum. Exact. D'accord. Et ça va jusqu'à 35, 36. Voilà. Mais chaque jeu, en fait, a sa tranche d'âge. Et du coup, pour revenir un peu à ce que vous disiez, c'est vrai que c'est pas encore pris au sérieux au niveau du gouvernement comme un sport en tant que tel, parce que les gens, le public en tout cas qui est concerné est très jeune. C'est ça, d'accord. Dès que le gouvernement prendra conscience que le e-sport peut fédérer beaucoup plus de monde, peut-être que ça va changer. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est le constat d'aujourd'hui. D'accord. Mais je pense que ça peut que changer. Ça peut que évoluer. Parce que, encore une fois, les JO à Tokyo, qui ont eu lieu l'année dernière, et qui ont été reportés d'1 an. Je discutais avec mon frère, je lui dis alors tu vas au JO et tout. Il paraît que tu as une section e-sport. Il dit ouais. Mais c'est en aparté de grosses compétitions de sport, etc. Mais en tout cas, ils y avaient pensé. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le e-sport, c'est un sport. Donc ça peut, comme ils ont introduit le skateboard au JO. Skateboard au JO, mais on se dit, ça va pas. Voilà. Et ben, ils ont pensé à mettre le e-sport, les jeux de vidéo aux Jeux Olympiques. Donc, ça y est, ça a germé. En tout cas, ça a germé. Ouais. D'accord. Avec le Covid, ça a compliqué un peu les choses. Il y a eu un hiatus. Etc. Mais en tout cas, voilà. Pareil, les JO de l'été dernier, je lui dis, t'y vas. Il dit non et tout, parce que avec le Covid, c'est compliqué, machin. Sauf que les prochains JO, ils sont dans 4 ans. C'est Paris. Paris. Bon, j'espère qu'ils sont encore en forme pour jouer. Mais voilà, en tout cas, ça a germé. Cette idée de e-sport introduit aux Jeux Olympiques. Vous comprenez, les Jeux Olympiques. Donc, c'est quand même la plus haute distinction sportive. Comme la pétanque. Ils ont mis la pétanque aux Jeux Olympiques. Mais bon, bref. Voilà, ça veut dire que c'est quand même, ça commence à être reconnu, ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à toucher beaucoup de monde et que ça peut que évoluer, en tout cas. Voilà.
Donc, j'espère que Paris 2024, il se présentera en voter Luffy. Il y a une dernière question que j'ai par rapport à ça, parce qu'on a bien vu que ton parcours universitaire t'a bien aidé dans ta carrière, dans la compréhension du business en soi, et la connaissance aussi de la communauté, te rapprocher de certaines personnes pour avoir de belles opportunités, comme on en parlait avec notamment les restaurants, sur Montpellier, des choses comme ça. Est-ce que tu penses que du coup, par rapport à tout ça, les écoles qui s'étaient faites à un moment donné de e-sport pourraient remplir ce rôle-là, en apportant cet aspect universitaire, cet aspect formation, cet aspect réseau, qui permettra aux joueurs de ne pas apprendre que le jeu, d'apprendre le business et de ne pas se focaliser que sur la carrière au moment T, mais sur l'après-carrière aussi. Oui, alors moi je pense que les écoles e-sport, c'est intéressant dès lors que ça t'apprend les bonnes choses. Comme toute école, que t'es pas là juste à acheter un diplôme. Tant que ça t'apprend les bonnes choses et tout, pourquoi pas. Tu vois, ça peut t'apprendre du management, ça peut t'apprendre la gestion de carrière, enfin tout ce qu'on a cité précédemment, si ça te les instruit, tant mieux. Après, comme je t'ai dit, je peux t'apprendre tout ce que tu veux. Si derrière ton récepteur n'est pas réceptif, t'es dans la merde. Tu peux avoir payé ton école 50 000, mais t'inquiète que si ton c'est pas reconnu, c'est pas reconnu. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Hein. Moi, ça me fait peur. Moi, je m'estime chanceux parce que, comme tu as dit, j'ai pu me diversifier, avoir des petites activités. Et puis moi, j'ai déjà bossé dans ma vie. Donc, rebosser, ça me fait pas peur. Mais il y a des gens qui n'ont vécu que de l'e-sport. La douche froide peut vite arriver, tu vois. Et c'est ça le gros problème. Et c'est même pas parce que... ils n'ont pas les compétences ou autre, c'est parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance par la société. Et ça, c'est chiant, parce que c'est bien joli. Les Macron qui félicitent la CACorp parce qu'ils ont gagné la LFL, les EUM et tout. C'est bien joli. Mais derrière, c'est quoi la suite ? Exact. Tu vois, c'est trop bien de dire « Ah, trop bien, la France, on rayonne sur le secteur de l'e-sport et tout. » Mais t'as personne qui t'aide. En fait, ils jouissent de nous. Nous, on est nécessaire au développement de l'e-sport. C'est un secteur, trop bien, la France, on veut être capitale de l'e-sport et tout en Europe. Ouais. Mais derrière, on n'a pas de soutien. Mais enfin, je constate, tout simplement. Et j'espère juste que pour les générations futures, t'auras un peu d'aide à ce niveau-là, quoi, de reconnaissance, d'être comme ça, tu vois. Parce que pour moi, un mec qui gagne le TI à Dota ou les Worlds de LoL ou l'Evo ou tout ce que tu veux, le mec, c'est qu'il est bon quelque part quand même, quoi. Il est bon que ce soit dans des méthodes, comme tu l'as dit, tu peux retrouver des skills, des hard skills ou des soft skills par rapport évidemment à tout ce que tu as fait dans les jeux vidéo. Le mec a gagné, qui a gagné la Capcom Cup, tu dis qu'il a des capacités d'analyse pour trouver des réponses à des problématiques, puisque le mec il gère 48 match-ups dans le jeu, il a une gestion de stress de ouf. Stress, le mental. Tu vois, il a le mental, il a gestion de son... je sais pas, on peut trouver des milliers et des cents adjectifs de soft skill ou de hard skill, et j'espère que ça peut être valorisé un jour, tu vois. Alright. En tout cas, comme tu as dit, il se présente, moi je vote Luffy. Tu votes un vote déjà. Deux ? Allez, deux. Deux votes. Allez, je suis à deux. Ça dépend. Politique de droite ou de gauche. Non, mais c'est comme toutes les écoles finalement, comme sport-études. Sport-études. On va parler des sports de haut niveau parce qu'on parle d'un sport de haut niveau là. Les écoles, c'est pas des écoles, mais le sport de haut niveau, ils vont générer des futurs professionnels. D'accord ? Sauf que dans ces écoles, ils vont accueillir un certain nombre de jeunes. Et dans ce certain nombre de jeunes, ils vont pas tous devenir professionnels. Face à l'écran, je parle du foot là, sur le terrain, sur ceci, sur cela. Tous les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Etc. Là, on parle d'école de e-sport, d'accord ? Donc, entre celui qui a des aptitudes pour jouer, c'est-à-dire être au devant de la scène, on est au devant de la scène. Celui qui a des aptitudes plutôt de commentateur. Exact. Celui qui a des aptitudes de graphiste. De graphiste. Celui qui a des aptitudes commerciales. Photographe. Etc.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le e-sport, je disais tout à l'heure, c'est l'état embryonnaire. D'accord, mais en fait, il faut qu'on considère le e-sport comme un sport comme les autres. C'est-à-dire que tout ce qui tourne autour. Donc, journalisme, ceci et cela. Et aujourd'hui, on en est là, finalement. Hein, c'est que là, on a un joueur professionnel. Il est au devant de la scène. Il parle de son parcours. Mais il y a tout à faire autour. Finalement, il reste tout à faire. Il y a un gros souci de communication entre toutes les entités. Parce qu'il y a les gros joueurs, les gros streamers, les gros journalistes, les grandes entités, hein, Millennium, Eclipsia, bon, tout ça. Mais il n'y a pas de cohérence entre toutes ces activités-là pour créer cet écosystème. Tout à fait. Chacun gravit dans son coin. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors aujourd'hui, ça aurait été l'inverse, parce que ce qu'on attend peut-être des écoles, du gouvernement, des entreprises, pourrait se faire si déjà, nous, on arrivait à créer cette cohésion-là. Qu'on fait bloc. Tout à fait. Comme toutes les associations de chasse, de la pêche, toutes ces choses-là, qui ont fait bloc et qui deviennent une force de frappe. De toute façon, c'est simple. Si selon le monde, l'e-sport est un sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des fédérations. Il faut que par ville, tu habites à Amiens, tu vas au Palais des Sports, tu peux faire de l'e-sport. Oui, c'est un sport. Yes. Il faut que tu ailles à Rennes, tu peux faire de l'e-sport. Tu as une licence. T'as ensuite des divisions peut-être, je sais pas, comme un sport. Ça, c'est ta mission, Olivier. C'est ta mission. Je pense vraiment. Ambassadeur. Mais on en reparlera en coulisses. Mais je pense il y a un truc à faire. Ouais, je pense aussi. Franchement. Ouais, je pense aussi. Tu m'aides à le convaincre? Ok. Il y a du travail. Non, il y a du travail pas auprès de lui. Il y a du travail. Auprès des institutions. Ouais, ça sera encore une première de ta part. En tout cas, merci à vous deux. Hein. Merci. C'était une interview très riche. Pour le coup. Hein. La première aussi. Hein. La première aussi, c'est vrai, elle était pareille. Merci. Donc, on était en direct de The Oakenshield Tavern par rapport au tournoi Street Fighter V organisé par Luffy. Et je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square. Vous étiez sur The Izu DW Podcast avec Luffy et surtout Watt. Merci. Donc, 2024, votez Luffy. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Au revoir.